C'est un réel plaisir de vous savoir nombreux à ce rendez-vous de l'information. Voici les grandes articulations qui meubleront cette édition. Le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu encore ce mercredi sous la présence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises et des nominations prononcées. Vous suivrez l'essentiel à retenir dans ce journal. Ce mercredi, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio était au chevet des malades mentaux du centre d'accueil et de réinsertion Saint-Camille, Oasis d'amour d'Abomey-Calavi. Elle y est allée, les bras chargés de vivre. Nous en parlerons. À la veille du déménagement du tribunal de Paris, nous vous emmènerons pour une visite guidée du Vieux Palais avec Étienne Madrange, ancien magistrat et historien des lieux. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, acte de générosité aux malades mentaux de l'association Saint-Camille, Oasis d'amour d'Abomey-Calavi. L'honorable Claudine Afiavi-Prudencio s'est rendue ce mercredi 18 avril dans ce centre d'accueil et de réinsertion pour malades mentaux, les bras chargés d'un important lot de vivres. La cérémonie de remise des dons s'est déroulée en présence des responsables du dit centre. Horacia Djodji et Fiacre Voitan pour le point. C'est une promesse qu'elle vient d'honorer. Lors de son passage en fin d'année 2017, l'honorable Claudine Prudencio a promis aux pensionnaires du centre psychiatrique Saint-Camille de Tocan de revenir. Elle est là, les mains remplies de vivres, sacs de riz, de maïs, pâtes alimentaires, bidons d'huile et autres. Un geste de solidarité apprécié des bénéficiaires et du fondateur. Honorable, vous avez pensé à ces oubliés. Aujourd'hui, pour vous, ne sont plus des oubliés. Regardez, tous ceux qui chantaient, tous ceux qui dansaient, c'était des gens qui étaient hier dans la rue. C'était hier des gens qui étaient abandonnés. C'était hier des gens qui ne pouvaient pas adresser une parole à quelqu'un. Grâce à vous, aujourd'hui, voyez leur joie. Nous sommes très contents ce matin de vous voir au milieu de nous. Ce matin, notre joie, c'est de vous dire merci. Nous remercions d'abord le Seigneur qui vous a conduit sain et sauf et vous a amené dans notre centre ici, sain et sauf. Nous le remercions et nous vous remercions également. Merci pour tout ce que vous avez pu faire pour nous. Que Dieu le Tout-Puissant vous rende le centuple. Pour l'honorable Claudine Prudencio, tout remerciement doit être fait au Seigneur. Elle s'engage par ailleurs à être désormais aux côtés des pensionnaires du dit centre. Vous n'avez pas demandé à être ici, mes frères et sœurs. Il faut tout simplement prendre ça comme une œuvre de Dieu. Et s'il plaît à Dieu, vous allez retourner en famille. Vous allez retourner en famille. Voilà. Et je vais dire à M. Grégoire de ne pas me remercier. Nous allons remercier tous ensemble le Seigneur. Il est grand, il est merveilleux. Si moi-même je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc, il n'a pas à me dire merci. Nous sommes ensemble. Nous allons mener la lutte avec lui. Et je crois que vous allez obtenir la guérison totale. Le centre psychiatrique Saint-Camille de Tocan a été créé en octobre 2016 après ceux d'Avrancourt, Boycon et Djougou. Il comporte actuellement 226 pensionnaires et lutte pour la réhabilitation des malades mentaux. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 18 avril 2018 sous la présence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs dossiers ont été examinés, dont entre autres les comités de bassin hydraulique, la réforme du comité produit intérieur brut, tableau des opérations financières de l'État, les malversations constatées dans la gestion des cantines scolaires, les mesures consécutives à l'incendie survenu au marché d'Antokpa. De nombreuses nominations ont été prononcées au cours de la dite séance. Suivons ici un extrait des propos du compte rendu du garde des Sceaux Joseph Djogouin. Au titre des mesures normatives, le comité de bassin hydrographique
le Conseil a adopté le décret portant attribution, composition et fonctionnement des comités de bassin hydrographique. Ces comités ont pour objet de débattre des grands axes de la politique de gestion des ressources en eau et de définir de façon concertée les modalités de protection des milieux naturels aquatiques à l'échelle du bassin hydrographique. Réforme du comité produit intérieur brut, tableau des opérations financières de l'État. Cet organisme a été créé dans le but d'assurer la cohérence des informations à caractère économique et financier. Il s'agit de celles qui sont fournies par divers services publics et d'autres qui proviennent de stratégies sectorielles et politiques économiques à mettre en synergie avec le programme d'investissement public. Mais après plus de 15 années d'existence, il urge de le réformer pour tenir compte, premièrement, des changements intervenus dans l'environnement institutionnel et dans l'organisation administrative des ministères. Deuxièmement, de la nécessité de le dynamiser par l'élargissement de son champ d'action pour y intégrer de façon précise les questions relatives au cadrage macroéconomique et aux statistiques des finances publiques. Communication. Au titre donc des communications, le Conseil a connu des dossiers suivants. Premier dossier, malversation constatée dans la gestion des cantines scolaires. Le gouvernement, préoccupé par le relèvement du niveau de fréquentation de nos écoles, a relancé dès la rentrée 2017-2018 les cantines scolaires, en partenariat avec le Programme alimentaire mondial. Un nouveau mode de gouvernance a donc été mis en place et un comité de suivi en assure le contrôle. Des séances de sensibilisation de tous les acteurs impliqués dans la gestion des cantines ont été organisées conjointement par le comité de suivi, le Programme alimentaire mondial et le ministère des enseignements maternels et primaires à l'endroit de plus de 2500 acteurs de l'école pour les habiliter aux 10 modes de gestion. Malgré ces dispositions, les missions de contrôle du comité, organisées en octobre et novembre 2017, ont révélé des cas de malversation, notamment des détournements de vivres impliquant plusieurs directeurs d'école. Leur mode opératoire consiste généralement à majorer l'effectif des enfants inscrits à la cantine pour justifier d'une sortie plus importante de vivres, notamment le riz, le haricot et l'huile. Les auteurs de ces fraudes se chargent ensuite de récupérer la différence pour leur propre compte et en partage avec leurs complices. Allons à présent au parquet de Cotonou qui dispose désormais d'un manuel de procédure contenant la répartition des tâches en son sein par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou. Il y est précisé les tâches confiées au substitut du procureur et celles attribuées au personnel non magistrat. Le manuel a été présenté à la presse ce mardi par le 5e substitut du procureur de la République que je vous invite à suivre. Ce manuel que vous avez devant vous, vous le voyez, qui retrace aussi bien les fonctions pénales que civiles du tribunal de Cotonou. Alors, chaque maillon du paquet de Cotonou se retrouve. Vous avez les activités administratives où chaque service se retrouve à travers ces activités. Vous avez les magistrats, parce que dans le paquet de Cotonou, vous avez les agents qui sont non magistrats et le personnel magistrat. Maintenant, quand nous avons fini dans ce manuel de procédure de dire ce que tous les agents non magistrats font, nous avons abordé alors les activités tant pénales que civiles. En matière d'état civil, par exemple, je voudrais vous dire, nous parlons des naissances, nous parlons du mariage,
nous parlons également des décès. Les affaires domaniales, c'est tout ce qui concerne les terres. Les terres, quand nous parlons des terres, il y a les terres qui sont propriété privée. Il y a des terres également qui sont propriété de l'État. Ce que dans notre jargon nous appelons la domanialité. Le parquet de Cotonou également est appelé à vérifier tout ce qui se passe dans ce domaine. Et les infractions, à condamner également les infractions qu'on pourrait relever dans le foncier. Le rôle du parquet avec les unités de police judiciaire. C'est-à-dire que toutes les activités sont contrôlées à la minute par les substituts du procureur. Vous imaginez, quand il y a une infraction qui se commet quelque part, dans le temps voisin, le substitut du procureur est informé et devra donner des instructions en tant que directeur de l'enquête à l'OPJ pour suivre l'enquête. Ce qui fait en réalité que vous allez remarquer et que les OPJ le remarquent ces derniers temps, la présence des substituts au moins une fois par semaine dans leurs locaux pour vérifier la garde à vue. Alors, la conséquence directe, c'est que plus personne ne pourrait être mis illégalement en garde à vue. Donc, le parquet de Cotonou est présent dans les unités de police. Vous allez à l'usage également des avocats, vous allez voir retracer nos relations avec les cabinets d'instruction. Vous allez voir également relater nos relations avec les autres institutions qui concourent à l'œuvre de justice. Donc, en réalité, pour vous dire, le manuel de procédure, c'est un document qui fait lumière sur le parquet. C'est un document qui rend le parquet voisin à côté des acteurs de la justice. Pour que, également, chers amis, pour que le parquet ne puisse pas être perçu seulement comme un instrument de coercition. Parce que le parquet doit également contribuer à l'évolution de la cité. Parlons environnement à présent pour comprendre ce qui a été fait pour les changements climatiques pendant l'avènement de la rupture. Quels sont les efforts fournis dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques? Professeur Martin Aïnan Pépin, directeur général de l'environnement et du climat, et professeur Michel Bouko, géographe et climatologue, se prononcent au micro d'Antoine Sagbo et Fréjus Fiossi. Le Bénin a élaboré sa politique nationale en matière de changement climatique. Le Bénin a élaboré sa loi sur le climat qui est actuellement sur la table des députés. Mais en termes d'action majeure donc réalisée, nous avons le Fonds vert climat qui fait un renforcement de capacité pour le Bénin, pour son accès au Fonds vert climat, donc pour accéder à ce financement. Nous avons aussi le PAS-PIENA, qui est un programme d'appui scientifique qui définit les vulnérabilités que nous avons au niveau de l'énergie, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'eau, donc de la gestion intégrée des ressources en eau, au niveau de la santé. L'autre action qui est très importante et appréciée aujourd'hui, c'est le local. Un projet qui est beaucoup apprécié dans le Nord, parce qu'au Nord, les gens souffrent beaucoup donc des effets néfastes des changements climatiques. Nous avons identifié 3 communes, puis après 3 autres. Nous sommes maintenant à 9 communes au niveau du Nord, où les actions à mener donc, pour l'adaptation au changement climatique ont été identifiées. Et avec l'UNCDF, qui est un fonds d'équipement des Nations Unies, et le FNEC, qui est aussi partenaire donc, dans ce projet, nous arrivons à mobiliser les ressources financières que nous mettons à la disposition des communes vulnérables. Ces communes identifient des actions, par exemple des retenues d'eau à aménager ou à mettre en place, des routes qui sont érodées, qu'il faut remettre, donc des riz assez courts, donc des plantations. Donc, sont rentrés dans tous les aspects de la vie donc, de ces populations où nous apportons des solutions qui sont des solutions pratiques. Une politique de lutte contre le changement climatique aurait été de se positionner sur la réduction
des transports routiers et sur la promotion du transport ferroviaire. Dans le domaine agricole, pour réduire les émissions, il y a deux possibilités. Réduire la déforestation, le fait d'intensifier chimiquement ou par extension nos champs pour la production agricole, nous augmentons nos émissions de gaz à effet de serre, alors que dans nos contributions nationales déterminées, nous avons promis, juré, craché que nous allons les diminuer. J'ai été très sensible à une décision du gouvernement le 26 octobre 2016. Au Conseil des ministres, le chef d'État dit qu'il ne faut plus toucher aux écosystèmes des zones humides. Pire, des gens qui se proclament rupturiens de la deuxième génération, ce sont eux aujourd'hui qui sont devenus les ennemis de ces écosystèmes que le chef de l'État a donné les instructions de protéger. Parlons encore environnement, mais cette fois-ci des activités menées pendant ces 2 dernières années dans le cadre du projet phare Asphaltage par le ministère du Cadre de vie et du Développement durable. C'est un magazine de la rédaction de Eden Télévision réalisé par Antoinette Sagbo. Améliorer les conditions de vie des Béninois, c'est le 3e pilier du programme d'action du gouvernement de Patrice Talon. Cela se traduit dans l'Axe stratégique 7 qui concerne l'aménagement équilibré et durable de l'espace national. Au premier lieu de son accession au pouvoir en avril 2016, un premier acte, la libération des espaces publics en janvier 2017. Les prémices du projet Asphaltage sont donc posées pour l'aménagement des voiries urbaines. Nous avons couplé l'asphaltage avec un certain nombre de projets qui vont permettre de combler certains gaps de réseau viaire, comme la modernisation des marchés, comme la construction des cités administratives départementales. C'est un projet fondamentalement destiné à l'amélioration du cadre de vie de nos villes. Ainsi, dans le cadre de l'assainissement à long terme des villes, les communes du Grand Okoué ont été dotées d'importants équipements et infrastructures pour la gestion des déchets solides et ménagers. Des déchets essentiellement constitués de sachets plastiques non biodégradables. Le 3 novembre 2017, les députés ont voté à l'unanimité la loi numéro 2017-39 portant interdiction de la production, l'importation, l'exportation, la commercialisation, la détention, la distribution et l'utilisation de ces sachets. Plusieurs de nos compatriotes utilisent les sachets plastiques pour faire le feu, utilisent les sachets plastiques et mangent, donc prennent des repas chauds à l'intérieur, donc ce qui pose un problème de santé publique. Mais désormais, sur notre territoire, on peut produire des sachets biodégradables à base donc du manioc, des sons de maïs. Et donc, il y a déjà des avancées à ce niveau, donc en termes d'environnement et en termes d'économie, en termes de développement durable. Cette loi est votée à partir du 1er juillet, il y aura plus de sachets plastiques sur notre territoire. Producteurs d'emballages biodégradables que nous sommes, les défis à relever pour juguler tous ensemble ce fléau restent encore nombreux. Voilà pourquoi nous promettons de faire usage utile des dons que vous nous faites ce jour. En matière de la protection de la couche d'ozone, on peut retenir la remise d'équipements à l'association des frigoristes et la formation des douaniers sur le système de contrôle des substances appauvrissant la couche d'ozone. Nous sommes en train d'éliminer certaines substances, dont les hydrochlorofluorocarbones qu'on utilise dans la climatisation. L'acteur principal pour vraiment contrôler cette entrée dans notre pays de ces substances, ce sont les douaniers. C'est pour ça que nous avons dit qu'il faut renforcer leur capacité par rapport à cet outil qu'on appelle Kiktool. Autre action, la mise en œuvre d'un plan stratégique pour la gestion durable des terres avec la naissance du concept « un changement de paradigme ». Le système en place que nous avons hérité de décennies de pratiques a été de dégrader, pas volontairement, mais d'utiliser la terre de façon extensive. Donc on utilise, on ne se préoccupe pas de sa durabilité et on passe à une autre terre. Donc
Et c'est cette logique-là qu'il faut renverser. L'objectif du changement de paradigme, c'est faire en sorte que les incitations du système favorisent, encouragent des productions comme le coton biologique. Ce n'est pas la seule solution, mais c'est une des solutions. Dans le cadre de la lutte contre l'érosion côtière, il a été élaboré le projet Protection de la côte à l'est de l'épi de Siafato et le projet régional Waka destiné à renforcer la résilience des habitants du littoral de 6 pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous pouvons d'abord dire que toutes les actions qui se menaient de manière éparse sur le domaine de l'érosion côtière ont été mises en synergie. Donc c'est ainsi que nous avons poursuivi les travaux à l'est de Cotonou dans une deuxième phase de ce projet. Nous avons également lancé, le processus de protection de la deuxième partie du segment, la priorité numéro 2, qui est le segment autour de Ouida, qui va bénéficier de quelques infrastructures de protection également. Mais là maintenant nous avons commencé l'approvisionnement en enrochement pour que l'entreprise soit à jour dans le planning. En ce qui concerne la côte à l'ouest, c'est-à-dire en allant vers le Togo, nous sommes dans un programme que nous appelons Waka. Ce programme permet avec le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, et puis Sao Tomé, Principe, de se retrouver pour définir une politique régionale en matière donc de renforcement de leur côte, pour sauver Bécon qui est en difficulté et la plage 10 janvier donc qui aussi se retrouve en difficulté. Un montant de plus de 31 milliards de francs CFA est alloué au Bénin dans le cadre de l'exécution de ce projet Waka. De même, le financement de la première phase du projet asphaltage est déjà bouclé. Juillet 2018 est retenu pour le démarrage de tous les grands chantiers du pilier 3 du PAG. Vous le savez, une grande partie du marché d'Antokpa a pris feu dans la nuit du dimanche 15 avril au petit matin du lundi 16 avril 2018. Pas de perte en vies humaines, mais la quasi-totalité de la zone de vente des céréales du marché a été ravagée, de même que les petits commerces alentours. On parle de près de 4000 mètres carrés, environ 24 heures après ce drame. Horacia Djodji est retourné sur le terrain. Voici son compte rendu. Voici l'image que présente le secteur des céréales du marché d'Antokpa de Cotonou 24 heures après l'incendie. Des agents de la Société de gestion des marchés autonomes aidés du génie militaire étaient sur les lieux du drame pour le rendre salubre. Cet incendie a embrasé, faut-il le rappeler, une bonne partie des hangars de fortune, soit environ 4000 mètres carrés. Il a dévasté des milliers de sacs de vivres. Sur les lieux ce mardi matin, des sinistrés encore sous le choc. Nous n'avons pu rien récupérer de l'incendie. Nous sollicitons l'aide de Dieu et du président Talon. On ignore jusque-là l'origine de l'incendie. Même les gardiens ne pouvaient rien. Ce sont les sapeurs-pompiers de Calavi qui ont pu contenir le feu. Antilopo 90 000, 95 000 antilopo. Mais quand des nuits de hommes, mais quand gohom gbagba, mais t'es senti ça me dit wa. Bon dimanche, mais nous pouvons mieux voir pour. Moi, je vends de l'haricot et un sac coûte 90 000 francs. Et on m'a livré la semaine dernière une grande quantité. Je n'ai encore rien vendu. Tout est parti en feu. Sensibles à ce drame, les autorités à divers niveaux apportent leur soutien moral aux victimes. Ces dernières nous ont d'ailleurs confié qu'elles ont été reçues ce lundi par le directeur général de la SOGEMA. On a été reçus par les responsables de la SOGEMA
qui ont promis nous aider à reconstruire les hangars et nous donner de l'argent pour reprendre le commerce. On a été à la Sogema hier. Ils ont pris les noms, mais ils ne nous ont rien dit pour le moment. Cet incident est le deuxième du genre après celui d'octobre 2015. Avant de clôturer cette émission, ce journal, j'allais dire plutôt, allons en France. Cela fait 1000 ans qu'on y rend la justice. Les rois de France y ont prié et fêté, et des alliances. La République en a fait le symbole puissant du peuple souverain. À la veille du déménagement du tribunal, nous vous emmenons pour une visite guidée du vieux palais avec Étienne Madrange, ancien magistrat et historien des lieux. Reportage. Du palais de justice de Paris, Étienne Madrange a toutes les clés. Alors voici l'une des vues les plus exceptionnelles du palais de justice. Regardez la Sainte-Chapelle, la préfecture de police, le tribunal de commerce, l'hôtel-Dieu et la cour du Mai avec son décor intact. Le palais de justice s'apprête à quitter ce site chargé d'histoire avec son immense salle des pas perdus. Mais ce spécialiste des lieux n'est pas nostalgique. Je sais que le tribunal va partir, mais qu'en revanche vont rester la cour d'appel, la cour de cassation, la cour d'assises. Donc la justice continue à être rendue dans l'île de la Cité. Mais c'est vrai que quand on pénètre dans cette salle et qu'on se dit que des rois y sont passés, que Marat y a été transporté après son acquittement, il y a eu tous ces banquets avec des milliers de gens, que François Ier s'est réconcilié avec son beau-frère Charles Quint, etc. Donc c'est une salle où on a l'impression de marcher dans les pas de tous nos grands anciens, des rois de France, des grands personnages. La plus belle salle d'audience du tribunal, c'est celle-ci. Ici ont été jugés Jacques Chirac et Christine Lagarde. Mais bien d'autres personnalités sont passées à sa barre. Alors on est dans la première chambre civile du tribunal, une salle solennelle. C'est une salle qui a connu une histoire extraordinaire parce que c'est l'ancienne chambre du Parlement, c'est l'ancienne chambre des lits de justice. C'est là que le roi venait contraindre les parlementaires à enregistrer ses édits. C'était aussi la salle du tribunal révolutionnaire où on a condamné Marie-Antoinette, les Girondins. Ça a été par la suite une salle qui a brûlé sous la Commune en 1871, et puis une salle dans son décor de la Troisième République où on a reconstitué le décor royal. Ce siège royal, avec son cadenas symbolique, trône toujours dans la pièce. Mais le décor n'a pas toujours été aussi monarchique. Alors encore un endroit un peu secret du palais, cette petite porte. C'est par là qu'arrive Marie-Antoinette pour son procès, par cet escalier. Elle arrive directement de la conciergerie, entourée par ses gardes. Et puis elle pénètre dans la salle du tribunal révolutionnaire. Alors évidemment pas dans ce décor actuel, hein. C'était un décor révolutionnaire, des tentures bleu, blanc, rouge, des bureaux qui avaient été installés. Il fallait évidemment complètement éradiquer l'ancien décor royal, les fleurs de lys, etc. Et la visite ne s'arrête pas là. C'est sous les toits qu'on découvre d'autres trésors. La copie des actes civils qui, eux, resteront sur l'île de la Cité. Car tout le palais ne déménage pas aux Batignolles, Étienne Madrange n'a pas fini d'en arpenter les recoins secrets. C'est donc sur ces belles images que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Surtout, restez câblés Eden TV.